déjà assez des vacances? Ben sourit. C'était la plaisanterie favorite de mademoiselle Starrett. Pas encore, répondit-il. Elles n'ont commencé. Il jeta un coup d'œil sur sa montre que depuis 1h17. Mais dans 1 heure ou deux, mademoiselle Starrett ne put s'empêcher de rire, la main devant la bouche pour ne pas faire trop de bruit. Puis elle lui demanda s'il s'inscrivait au programme de lecture de l'été. Il répondit que oui. Elle lui donna une carte des États-Unis et Ben la remercia. Il alla mozarder parmi les rayonnages, prenant un livre ici et là, le regardant, le remettant à sa place. Choisir des livres n'était pas une mince affaire, cela nécessitait le plus grand soin. Adulte, on pouvait en prendre tant qu'on voulait, mais les enfants n'avaient droit qu'à 3 ouvrages à la fois. Si l'on tombait sur un truc nul, on se retrouvait coincé. Il finit par faire son choix. Bulldozer, ce Black Stallion, et un troisième qui sonnait comme un coup de feu dans la nuit. Rod, Hot Rod, d'un certain Henry George Felsen. Celui-là ne va peut-être pas te plaire, remarqua mademoiselle Starrett en tamponnant l'affiche. C'est très sanglant. Je le conseille aux plus de 16 ans, ceux qui viennent juste d'avoir leur permis de conduire, car il leur donne à réfléchir. Ils ont le pied plus léger pendant au moins une semaine. Eh bien, j'y jetterai juste un coup d'œil, répondit Ben, sur quoi il s'éloigna le plus possible du coin des tout-petits. Loulou s'apprêtait à souffler la maison de l'un des 3 petits cochons. Il commença par Hot Rod et trouva que ce n'était pas si mal, pas mal du tout même. C'était l'histoire d'un adolescent excellent conducteur, d'un trouble fait de flics, qu'un trouble fait de flics tentait de faire rouler plus lentement. Ben découvrit qu'il n'y avait pas de limitation de vitesse dans l'Iowa où se situait l'action. Ça, c'était chouette. Il parcourut ainsi 3 chapitres lorsque son regard fut attiré par un tout nouveau tableau. Sur l'affiche du haut, d'accord, on avait la manie des affiches ici. On voyait un facteur souriant qui donnait lettre à un enfant. On peut aussi écrire dans la bibliothèque, disait l'affiche. Écris donc à un ami dès aujourd'hui. Sourire garanti. Au-dessus de l'affiche, des casiers contenaient des cartes postales et des enveloppes pré-timbrées, ainsi que du papier à lettres à en tête de la bibliothèque, représenté en bleu. Les enveloppes pré-timbrées étaient à 5 cents, les cartes à 3 cents, les feuilles à 1 cent les deux. À 1 cent les deux. Ben tâta sa poche, les 4 cents restants de la vente des bouteilles s'y trouvaient toujours. Il marqua la page de son livre et alla au bureau de mademoiselle Starrett. Puis-je avoir l'une de ces cartes postales, s'il vous plaît? Mais bien sûr, Ben. Comme toujours, la bibliothécaire fut charmée de sa politesse grave et attristée par ses propositions. Sa propre mère aurait dit qu'il creusait sa tombe avec ses dents. Elle lui donna la carte et le regarda pendant qu'il retournait à sa table, prévue pour 6. Mais Ben s'y trouvait seul. Elle n'avait jamais vu Ben en compagnie d'autres garçons. C'était trop bête. Cet enfant possédait un trésor caché. Il ne le livrerait qu'au plus doux et patient des prospecteurs, si jamais il s'en présentait un. 8. Ben prit son stylo à billes et rédigea l'adresse. Miss Beverly March, Lower Main Street, Derry, Maine. Il ignorait le numéro exact, mais sa mère lui avait dit un jour que les facteurs, au bout de quelque temps, connaissaient bien leur clientèle. Si le facteur qui desservait le secteur de Lower Main Street faisait bien son travail, merveilleux. Sinon la gare tirait au rebut et il aurait perdu 3 cents. Elle ne lui reviendrait pas car il n'avait aucunement l'intention d'y apposer son adresse. Tenant la carte, l'adresse cachée, il ne prenait aucun risque, même s'il ne voyait personne de sa connaissance dans les parages. Il alla prendre quelques feuilles de papier brouillon, revint s'asseoir et commença à griffonner, rayer, griffonner de nouveau. Au cours de la semaine qui avait précédé les compos de fin d'année à l'école, ils avaient étudié les haïkus en cours d'anglais. Cette forme de poésie japonaise très codifiée, avait dit mademoiselle Douglas, devait comporter 17 syllabes, pas une de plus, pas une de
paraissait sans plus d'ordinaire. Il faisait son travail, mais en règle générale, il ne s'y impliquait pas outre mesure. Il y avait cependant dans le concept du haïku quelque chose qui enflammait son imagination et le rendait heureux, à la manière dont les explications de Mademoiselle Starrett sur l'effet de serre l'avaient rendu heureux. Les haïkus étaient de la bonne poésie aux yeux de Ben, parce qu'elle était structurée. Il n'y avait aucune règle secrète. 17 syllabes, une image liée à une émotion, et c'était fini. Gagné, c'était net, efficace, contenu dans ses propres règles et ne dépendant que d'elle. Le simple fait de prononcer le mot haïku lui faisait plaisir. Sa chevelure, pensa-t-il, et il la revit descendre l'escalier de l'école tandis que ses cheveux frottaient sur ses épaules. Dessus, le soleil ne brillait pas tant qu'il ne s'y consumait. Au bout de 20 minutes de concentration, avec une seule interruption pour aller chercher d'autres feuilles de brouillon, éliminant les mots trop longs, changeant ici, coupant là, Ben aboutit à ceci. Feu d'hiver, braise de janvier. Ta chevelure, ici brûle aussi mon cœur. Il n'en était pas entièrement satisfait, mais c'était ce à quoi il pouvait arriver de mieux. Il craignait, en les triturant trop longtemps, de tomber dans la maniaquerie et de finir par obtenir quelque chose de pire, ou de ne rien faire du tout, ce qu'il ne voulait surtout pas. Les instants pendant lesquels elle lui avait parlé avaient été foudroyants pour Ben. Il tenait à les garder gravés dans sa mémoire. Beverly devait sans doute en pincer pour un plus grand que lui, un sixième ou un cinquième même, et elle croirait le haïku de ce garçon. Elle en serait heureuse, et le jour où elle le recevrait se graverait aussi dans sa mémoire. Et même si elle devait toujours ignorer que Ben Hanscom en était l'auteur, c'était très bien puisque lui le saurait. Il recopia donc le poème tel quel sur la carte postale, en lettres d'imprimerie, comme s'il s'agissait d'une demande de rançon et non d'un poème d'amour, remit le stylo dans sa poche et glissa la carte à la fin de Hot Rod. Puis il se leva et saluait Mademoiselle Starrett en sortant. Au revoir, Ben, répondit-elle. Passe de bonnes vacances, mais n'oublie pas le couvre-feu. Je n'oublierai pas. Il franchit en flânant le passage entre les deux bâtiments, goûtant la chaleur avant la fraîcheur de la bibliothèque des adultes. Un vieil homme lisait le Daily News dans l'un des antiques fauteuils confortablement rembourrés de la salle des périodiques. En haut de la page, un gros titre annonçait « Dulles d'accord pour l'envoi de troupes américaines au Liban si nécessaire ». On voyait aussi une photo d'Eisenhower serrant la main d'un arabe à la Maison Blanche. La mère de Ben disait que lorsque l'on l'élirait Hubert Humphrey président en 1960, les choses commenceraient peut-être à bouger. Ben avait vaguement entendu parler d'une récession en cours et sa mère avait peur d'un licenciement. En caractère plus petit en bas de la page, on lisait « La police toujours à la poursuite du psychopathe ». Ben poussa la grande porte de la bibliothèque et sortit. Une boîte aux lettres était placée au pied des marches. Il récupéra la carte et la posta. Il sentit son cœur battre un peu plus vite quand il la lâcha. Et si jamais elle découvre que c'est moi? Ne sois pas stupide, réagit-il, un peu inquiet de l'excitation qui le gagnait à cette idée. Il remonta Kansas Street, à peine conscient de la direction qu'il prenait. Il s'en moquait éperdument. Son imagination venait de se mettre en route, et dans sa rêverie, Beverly March venait vers lui avec ses immenses yeux gris verts, ses cheveux châtains clairs attachés en queue de cheval. Je voudrais te poser une question, disait dans son esprit ce simulacre, et il faut que tu me jures de dire la vérité. As-tu écrit ceci? Ajoutait-elle en brandissant une carte postale. C'était un rêve terrible, un rêve merveilleux. Il voulait que ça s'arrête tout de suite. Il voulait que cela dure toujours. De nouveau, son visage fut en feu. Ben marcha, rêva, changea les livres de bras et se mit à siffler. Tu vas sans doute trouver que je suis toupé, mais je crois que j'ai envie de t'embrasser, disait Beverly, les lèvres s'entr'ouvrant légèrement. La bouche de Ben fut soudain trop sèche pour siffler. Je crois que je veux bien, murmura-t-il avec un sourire à la fois niais, enivré et magnifique. S'il avait seulement baissé les yeux à ce moment-là, il se serait aperçu que trois ombres venaient de rejoindre la sienne. S'il avait écouté, il aurait entendu
Les urbanistes n'auraient même pas pu dire où se situait, où il se situait, où il se situait à l'origine. Le centre se trouvait dans la vallée de la rivière Kentuskig, qui traversait le quartier des affaires, selon une diagonale sud-ouest-nord-est. Le reste de la ville s'étageait sur les collines environnantes. La vallée où s'étaient installés les premiers colons était à l'époque marécageuse et couverte de végétation. La Kentuskig et la Penobscot, dans laquelle, la première se jetait, offrait beaucoup de possibilités aux commerçants, mais n'attirait que des ennuis à ceux qui cultivaient les champs ou bâtissaient des maisons trop près de leurs rives, auprès de celles de la Kentuskig en particulier, qui débordaient tous les 3 ou 4 ans. La ville courait toujours le risque d'être inondée, en dépit des sommes considérables dépensées depuis une cinquantaine d'années pour résoudre ce problème. Si la rivière avait été la seule responsable de ces inondations, un système de barrage aurait pu régler la question. Mais d'autres facteurs entraient en jeu, à commencer par les rives très basses de la Kentuskig et le système de drainage engorgé de toute la région. Et s'étaient produit depuis le début du siècle plusieurs inondations importantes à Derry, dont l'une, en 1931, avait été catastrophique. Pour couronner le tout, d'innombrables ruisseaux descendaient des collines sur lesquelles s'élevait la ville, comme le Taureau, où l'on avait trouvé le corps de Cheryl Lamonica. En période de forte pluie, tous avaient tendance à quitter leur lit. S'il pleut pendant 3 semaines, c'est toute la ville qui a les sinus pris, avait dit une fois le père de Bill le Bègue. La Kentuskig était contenue dans un canal bétonné sur les 3 kilomètres pendant lesquels elle traversait le centre-ville. Ce canal plongeait sous Main Street, à la hauteur du carrefour de Canal Street avec Main Street, devenait rivière souterraine sur un peu moins d'1 kilomètre avant de refaire surface à Basie Park, Canal Street, où s'alignaient la plupart des bars de Derry, comme des criminels mis en randonnion par des flics, longeait le canal jusqu'à sa sortie de la ville, et de temps en temps, la police allait repêcher la voiture de quelque ivrogne tombé dans une eau polluée, au-delà de toute limite par les égouts et les déchets industriels. Les rares poissons que l'on attrapait dans le canal étaient d'immangeables mutants. Au nord-est de la ville, vers le canal, on avait plus ou moins aménagé les berges de la rivière, en dépit des risques d'inondation. Le commerce y était florissant. On voyait des gens se promener sur la rive, parfois main dans la main, si toutefois le vent soufflait du bon côté, car dans le cas contraire, les odeurs pestilentielles enlevaient tout romantisme à la balade. Tandis qu'à Basie Park se tenaient de temps en temps des réunions de scouts autour d'un feu de camp. Les citoyens de Derry furent sous le choc en 1969 lorsqu'ils apprirent que, dans ce même parc, des hippies, dont l'un avait cousu le drapeau américain sur le fond de son pantalon, ce qui lui valut de se retrouver au poste en moins de temps qu'il n'en faut pour dire Jane McCarthy, fumait de la drogue et échangeait des petites pilules. L'endroit était devenu une véritable pharmacie à ciel ouvert. Il n'y a qu'à attendre, disaient les gens, et vous verrez qu'il faudra un mort avant qu'on y mette bon ordre. C'est finalement ce qui se produit ici. On retrouva le cadavre d'un garçon de 17 ans, les veines pleines d'héroïne pratiquement pure. Après quoi, les drogués abandonnèrent progressivement Basie Park, que l'on disait hanté par le fantôme de l'adolescent. Histoire stupide, bien entendu, mais si elle contribuait à les noyer drogués et shootés de toutes sortes, elle avait au moins l'avantage d'être utile. Au sud-ouest de la ville, la rivière posait un problème encore plus sérieux. Là, le passage de glaciers géants avait profondément raboté les collines, déjà soumises à l'érosion de la Kentuskig et à de ses innombrables affluents. Le socle rocheux apparaissait en de nombreux endroits comme des ossements à demi déterrés de dinosaures. Les plus vieux employés municipaux de Derry savaient bien qu'après la première bonne gelée d'automne, il fallait s'attendre à réparer de nombreux trottoirs dans ce secteur. Le ciment se contractait, devenait friable, et on voyait soudain apparaître le soubassement rocheux, comme si la terre était sur le
touchait de quelque chose. Ce qui poussait le mieux dans la faible couche fertile du sol, c'étaient les plantes à racines peu profondes et d'un naturel frugal. Des arbres rabougris, des buissons bas et épais, le sumac vénéneux et le chêne toxique infestaient donc tous les endroits possibles. C'était au sud-ouest, en contrebas par rapport à la ville, que s'étendait la zone connue à Derry sous le nom de friche morte. Celle-ci, au reste bien vivante, se présentait comme une bande de terre désordonnée d'environ 2 km de large sur près de 5 km de long et était limitée par l'extrémité de Kansas Street d'un côté et par Old Cape de l'autre. Old Cape était un ensemble de logements sociaux dont le système des égouts avait été si mal conçu que des toilettes et des canalisations y auraient réellement explosé, racontait-on. La Glenduskig traversait les friches mortes par le milieu. La ville s'était édifiée au nord-est et de part et d'autre. Mais ici, les seuls vestiges de Derry étaient la station de pompage numéro 3, celle des égouts de la commune, et la décharge publique. Vu des airs, les friches avaient l'air d'un grand poignard vert pointé vers le centre-ville. Pour Ben, ces notions de géographie matinée, de géologie, signifiaient qu'il n'y avait plus de maison à sa droite, mais une pente raide, un garde-fou branlant, peint en blanc, courait le long du trottoir comme une protection dérisoire. Il entendait le murmure lointain de l'eau, et ce bruit était comme la bande-son du film qu'il se projetait dans la tête. Il s'arrêta et parcourut le friche du regard, s'imaginant toujours les yeux, l'odeur des cheveux de Beverly. De là, la Glenduskig se réduisait à une série de points scintillants, perdus au milieu de l'épais feuillage. Certains gosses prétendaient qu'en cette époque de l'année, on y trouvait des moustiques gros comme des moineaux, et d'autres qu'il y avait des sables mouvants à proximité de la rivière. Ben ne croyait pas à l'histoire des moustiques, mais l'idée des sables mouvants le terrifiait. Légèrement à sa gauche, il aperçut un nuage de mouettes qui tournoyaient et plongeaient. La décharge. Leur cri lui parvenait à peine. De l'autre côté se devinaient les hauts de Derry et les tours à bas des maisons d'Old Cape, les plus proches des friches. À la droite du lotissement se dressait, comme un doigt blanc trapu, le château d'eau de Derry. Directement au pied de Ben, une bouche décourrouillée dépassée du sol et dégorgeait des eaux d'une couleur indéfinissable qui disparaissaient dans un scintillement de rigole sous le fouillis des arbres et des taillis. L'agréable rêverie de Ben fut brutalement interrompue par un fantasme sinistre. Et si une main de cadavre surgissait à cet instant de la bouche d'égout, juste au moment où il le regardait? Et s'il se tournait pour chercher une cabine téléphonique afin d'appeler la police et voyait un clown à la place? Un clown marrant en habit flottant avec de gros pompons orange en guise de bouton? Et si une main se posa sur l'épaule de Ben, il hurla. Il lui dit rire. Il fit vivement demi-tour, se tassant contre la barrière blanche qui séparait ce lieu sain et sécurisant qu'était le trottoir de Kansas Street de la jungle sauvage des friches. On entendit faiblement craquer le garde-fou, et il vit Henry Bowers, Huggins le roteur et Victor Chris. Salut les nénés, dit Henry. Qu'est-ce que vous voulez? Demanda Ben, s'efforçant d'avoir l'air plein de courage. De foutre une raclée, répondit Henry. Il semblait envisager cette perspective avec sobriété et même gravité. Mais ses yeux noirs pétillaient. Faut que je t'apprenne quelque chose, les nénés. Tu trouveras pas à y redire. T'aimes ça, apprendre des nouveaux trucs, hein? Il tendit une main vers Ben, qui l'esquiva. Tenez-le, les mecs. Le roteur et Victor le saisirent chacun par un bras. Ben couina, émettant un son faible de poulet qui trahissait sa frousse, mais il ne pouvait se retenir. Mon Dieu, je t'en prie, fais que je ne pleure pas et qu'il ne me casse pas ma montre, pensa Ben, affolé. Il s'ignorait s'ils en viendraient à casser sa montre ou pas, mais il était à peu près sûr qu'il allait pleurer. À peu près sûr qu'il allait beaucoup pleurer avant qu'il n'en ait fini avec lui. J'ai les ouilles, on dirait un cochon, s'exclama Victor en lui tordant le bras. Trouvez pas qu'on dirait un cochon? Ouais, un cochon, fit le
le souleva, faisant apparaître son ventre qui pendait par-dessus sa ceinture comme une outre gonflée. Gardez-moi Speed, hurla Henri, dégoûté et fasciné. Jésus de Jésus. Victor et le rôdeur rirent encore un peu. Ben lançait des regards éperdus autour de lui, à la recherche de secours. Personne. Derrière lui, en contrebas, les criquets stridulaient et les mouettes criaient au-dessus des friches mortes. Vous feriez mieux d'arrêter, dit-il. Il ne balbutiait pas encore, mais presque. Vous feriez mieux. Sinon, lui demanda Henri, comme si la réponse l'intéressait vraiment. Sinon quoi, les nénés, hein? Ben se retrouva soudain en train de penser à Broderick Crawford, l'acteur qui jouait Dan Matthews dans Highway Patrol, un saligo dur à cuire, un saligo vrai peau de vache qui envoyait tout le monde se faire foutre, et il éclata en sanglots. Dan Matthews t'aurait balancé ces trois mecs par-dessus la barrière, en bas de la ravine dans les ronces, en trois coups de ventre. Hé les potes, regardez-moi ce gros bébé, gloussa Victor, imité par le rôdeur. Henri sourit un peu, mais il gardait la même expression grave et pensive, presque triste. Elle alarma Ben, car il laissait peut-être entendre qu'il était parti pour plus qu'une simple raclée. Comme pour confirmer ses intuitions, Henri mit la main dans la poche de son jean et en sortit un couteau de chasse. Une explosion de terreur secoua Ben. Il s'était jusqu'ici agité en vent de droite et de gauche. Soudain, il bondit en avant. Il crut pendant un instant qu'il allait se libérer. Il transpirait abondamment. Et les deux garçons qui lui tenaient les bras n'avaient qu'une prise glissante. Le rôdeur réussit tout juste à lui maintenir le poignet droit, mais Victor le lâcha complètement. Un autre effort et... Avant de pouvoir le donner, cependant, Henri avait fait un pas en avant et le repoussait. Ben repartit dans l'autre sens. Le garde-fou craqua beaucoup plus fort cette fois, et il le sentit plier légèrement sous son poids. Victor et le rôdeur raffermirent leur prise. Vous me le tenez, vous deux, compris, leur lança Henri. Sûr, Henri, dit le rôdeur, une pointe d'inquiétude dans la voix. Il va pas se barrer, t'en fais pas. Henri avança jusqu'à ce que son ventre plat fût presque en contact avec l'abdomen rebondi de Ben. Ben le regardait, l'œil exorbité, sans pouvoir retenir ses larmes. Pris, je suis pris, gémissait une partie de lui-même. Il essaya d'arrêter ça, incapable de réfléchir avec ses gémissements qui n'arrêtaient pas, mais ce fut impossible. Pris, pris, pris. Henri ouvrit la lame qui était longue et large, et sur laquelle était gravé son nom. La pointe brilla au soleil de l'après-midi. Je vais te faire passer l'oral, les nénés, fit Henri de sa voix pensive. C'est l'examen. J'espère que t'es prêt. Ben éclata en larmes dans sa poitrine. Son cœur battait follement, coulant de son nez. La morve vint s'accumuler sur sa lèvre supérieure. Les livres de la bibliothèque gisaient sur le sol, éparpillés. Henri marcha sur Bulldozer, jeta un coup d'œil à ses pieds et d'un seul coup de botte le repoussa dans le caniveau. Voici la première question de l'examen, les nénés. Quand quelqu'un te dit laisse-moi copier pendant la dernière compo, qu'est-ce que tu réponds? Oui, s'exclama aussitôt Ben. Je réponds oui, bien sûr, d'accord. Copie tant que tu veux. La pointe du couteau de chasse avança de quelques centimètres et vient s'appuyer sur l'estomac de Ben. Elle était aussi froide qu'un glaçon qui sort du frigo. Ben rentra le ventre tant qu'il put à s'étouffer. Pendant quelques instants, le monde devint tout gris et il voyait bouger les lèvres de Henri sans pouvoir distinguer ce qu'il disait, comme si Henri avait été une télé sans le son. Et le monde se mettait à ondoyer, à ondoyer. Surtout ne t'évanouis pas, s'écria en lui une voix pleine de panique. Si tu t'évanouis, il peut devenir fou, furieux au point de te tuer. Le monde se réajusta à peu près et il s'aperçut que le rôdeur et Victor ne riaient plus. Ils avaient l'air nerveux, presque effrayés. Cela fit à Ben l'effet d'une gifle donnée avec une serviette mouillée. Tout d'un coup, voilà qu'il ne savait plus ce qu'il va faire, qu'il ne savait plus ce qu'il va faire, ni jusqu'où il est capable d'aller. Pas d'illusion à avoir. Les choses en sont au point que tu redoutais. Pire encore, peut-être, il faut réfléchir. C'est le moment ou jamais de te servir de ta tête, car à son regard, on se dit qu'ils ont raison d'avoir peur. Ses yeux laissaient voir qu'il était complètement cinglé.
passa et poursuivit son chemin sur Kansas Street, aussi sereine qu'un char dans un défilé de carnaval. Très bien, les nénés, voici la deuxième question. Si moi je te dis laisse-moi copier pendant la compo de fin d'année, qu'est-ce que toi tu réponds? Oui, je dirais oui, tout de suite. Henri sourit. Bon, bien répondu pour celle-là, les nénés. Et maintenant, à la troisième question. Comment faire pour que tu ne l'oublies jamais? Je ne sais pas, souffla Ben. Henri sourit de nouveau. Son visage s'éclaira et pendant un instant il fit presque beau. Je sais, s'écria-t-il comme s'il venait de découvrir une grande vérité. Je sais, des nénés. Je vais graver mon nom sur ta grosse bedaine bien grasse. Victor et Rodora éclatèrent simultanément de rire. Pendant quelques instants, Ben éprouva une sorte de soulagement interloqué, croyant avoir été la victime d'un coup monté, d'une petite mystification organisée par les trois garçons pour lui filer la frousse de sa vie. Mais Henry Bowers ne riait pas, et Ben comprit soudain que les deux autres s'esclavaient parce qu'ils étaient eux-mêmes soulagés. Il leur paraissait évident qu'Henry ne pouvait être sérieux, sauf que Henry était on ne peut plus sérieux. Le couteau de chasse monta verticalement, comme s'il pénétrait dans du beurre. Une traînée de sang d'un rouge vif apparut sur le ventre blême de Ben. Hé, fit Victor, une exclamation assourdie, comme s'il avait écluté en même temps. Tiens-le, gronda Henri. Tiens-le bien, tu m'entends? L'expression grave et pensive avait disparu du visage de Bowers, remplacée par une autre, grimaçante, démoniaque. Jésus Christ, Henri, ne fais pas ça, s'écria l'orateur d'une voix étranglée, aiguë, comme celle d'une fille. Tout se passa très vite alors, même s'il sembla à Ben Hanscom que ça n'en finissait pas. On aurait une série d'instantanés comme dans certains reportages photos de live. Sa panique avait disparu. Il venait de ouvrir quelque chose à l'intérieur de lui-même, quelque chose qui n'avait que faire de la panique et qui la dévora d'un coup. Premier instantané, Henri lui a remonté le survêt jusqu'au-dessus des seins. Du sang coule de l'entaille verticale peu profonde au-dessus de son nombril. Deuxième instantané, Henri donne un mouvement descendant au couteau très vite, comme un chirurgien fou opérant sous un bombardement. Le sang coule. En arrière, pense Ben froidement tandis que son sang coulé vient s'accumuler à la taille, arrêté par son jean. Faut partir en arrière, c'est la seule direction dans laquelle je peux fuir. Le docteur et Victor ne le tenaient plus du tout, en dépit des ordres de Henri. Ils avaient reculé, horrifiés, mais s'ils couraient, Bowers le rattraperait. Troisième instantané, Henri relie les deux coupures verticales d'une troisième plus courte, horizontale. Ben sentit le sang couler dans ses sous-vêtements. Une trace gluante d'escargot progressait lentement le long de sa cuisse gauche. Henri recula un instant, fronçant les sourcils, comme un artiste qui peindrait un paysage. Après le H vient le E, se dit Ben. Cela le décida à agir. Il eut un geste comme pour avancer, et Henri le repoussa. Ben prit appui sur ses deux jambes, ajoutant ses propres forces à celles de Henri. Il heurta le garde-fou qui séparait Kansas Street du ravin donnant sur les friches. À ce moment précis, il leva le pied droit et l'enfonça dans le bas-ventre de Henri. Ce n'était pas un geste de vengeance. Ben ne cherchait qu'à augmenter son élan. Cependant, quand il vit l'expression de surprise démesurée qui se peignit sur le visage de Henri, il se sentit gonflé d'une joie claire et sauvage, un sentiment d'une
sur un toboggan vert géant, le survêt enroulé autour du cou, cherchant à se retenir à quelque chose, mais ne faisant qu'arracher touffe après touffe les fougères et herbes sorcières. Il vit le haut du talus. Qu'il se fût tenu là un instant auparavant lui paraissait impossible. S'éloigna à une vitesse folle de dessin animé, et les deux têtes de Victor et du rôdeur qui le regardaient dévaler la pente, bouche bée. Il eut une pensée fugitive pour les livres de la bibliothèque, puis heurta violemment un obstacle et faillit se couper la langue en deux. C'était le tronc d'un arbre couché qui venait d'interrompre ainsi la dégringolade de Ben, manquant de peu lui casser la jambe. Il remonta péniblement la pente pour dégager sa jambe, l'effort le faisant grogner. Il se trouvait à peu près à mi-chemin. En dessous, les buissons devenaient plus épais. L'eau qui sortait de l'égout ruisselait sur ses mains. Il y eut un hurlement venu d'en haut. Ben leva de nouveau les yeux et vit Henri qui volait littéralement par-dessus le talus, le couteau entre les dents. Il atterrit sur ses deux pieds, le corps rejeté en arrière, afin de ne pas être déséquilibré. Après une série d'enjambées gigantesques, il se mit à glisser puis bondit à nouveau comme un kangourou. On verra où il est né, vociférait-il en dépit du couteau. Ben n'avait pas besoin d'un interprète professionnel pour comprendre. Je vais te faire la peau, les nénés. Alors, avec ce sang-froid tout nouveau qu'il s'était découvert quelques instants auparavant, Ben sut ce qu'il avait à faire. Il s'arrangea pour se remettre debout juste avant l'arrivée de Henri, qui tenait maintenant son couteau à la main, tendu devant lui comme une baïonnette. Ben se rendit vaguement compte que la jambe gauche de son jean était déchirée et que sa cuisse saignait plus abondamment que son estomac. Mais elle le soutenait et n'était donc pas cassée. C'était du moins ce qu'il espérait. Ben s'accroupit légèrement pour maintenir son équilibre précaire et fit un pas de côté quand Henri voulut l'attraper d'une main, tandis que celle armée du couteau décrivait un grand arc. Ben perdit l'équilibre mais tendit sa jambe gauche dans sa chute. Elle heurta Henri au tibia, le fauchant avec la plus grande efficacité. Ben resta un instant bouche bée, un mélange d'admiration et d'excitation l'emportant momentanément sur sa terreur. Henri Bowers eut l'air de voler par-dessus l'arbre, exactement comme Superman. Il avait les bras tendus devant lui, comme dans le film. Sauf que dans le film, Superman vole aussi naturellement que l'on boit un verre d'eau, alors qu'Henri avait l'air de quelqu'un à qui l'on vient d'enfoncer un tisonnier chauffé au rouge entre les fesses. Sa bouche s'ouvrait et se refermait, laissant échapper un filet de salive qui vint se coller à son oreille. Puis il s'écrasa au sol. Le couteau lui vola des mains. Il roula sur une épaule, se retrouva sur le dos et s'enfonça dans les buissons, les jambes en V. Il y eut un cri, un bruit sourd, puis plus rien. Ben resta assis, sonné, ne pouvant détacher les yeux des herbes écrasées qui marquaient l'endroit où Bowers avait disparu. Puis des cailloux commencèrent à rouler autour de lui. Victor et les rôdeurs, à leur tour, descendirent le talus. Ils se déplaçaient avec plus de prudence que Henri, et donc plus lentement, mais il ne leur faudrait pas plus de 30 secondes pour l'atteindre s'il ne bougeait pas. Il gémit. Ce cauchemar ne finirait donc jamais. Tout en les surveillant, il enjamba le tronc couché et se précipita vers le bas du ravin, soufflant comme un phoque. Il avait un point de côté, sa langue le brûlait horriblement. Les buissons étaient maintenant presque aussi hauts que lui. L'odeur entêtante de la végétation luxuriante, livrée à elle-même, lui emplit les narines. Il entendait de l'eau couler pas très loin en babillant sur les pierres. Il dérapa, roula de nouveau, glissa et heurta un rocher qui dépassait du dos de la main, avant de s'enfoncer dans un roncier qui arracha de petites boules de coton dans son survêt et égratigna ses mains et ses joues. Il s'arrêta brutalement, se retrouvant en position assise
cette direction, il faisait aussi noir que dans un four. Tournant la tête à gauche, il vit Henry Bowers gisant au milieu du cours d'eau, sur le dos. Ses yeux à demi ouverts ne montraient que du blanc. Du sang coulait d'une de ses oreilles et se diluait vers Ben en délicates volutes. Oh mon Dieu, je l'ai tué. Oh mon Dieu, je suis un assassin. Oh mon Dieu. Oubliant que Victor était à ses trousses, ou pensant peut-être qu'ils n'auraient plus envie de lui donner une raclée quand ils s'apercevraient que leur chef impavide était mort. Ben remonta les quelques mètres qui le séparaient de Bowers. Le garçon avait sa chemise en lambeaux, le jean noir de terre, une botte en moins. Ben avait vaguement conscience que ses propres vêtements ne valaient guère mieux que son corps, et que son corps était assailli de douleur. Sa cheville gauche le faisait souffrir plus que tout. Elle avait déjà gonflé dans sa tennis, et il boitait comme un marin qui met pied à terre après une longue traversée. Il se pencha sur Henri, dont les yeux s'ouvrirent soudain tout grands. D'une main sanguinolente et éraflée, il le saisit à la cheville. Ses lèvres bougèrent, mais il n'en sortit que le sifflement de sa respiration, ce qui n'empêcha pas Ben de comprendre. Va te faire tuer, gros lard. Va te tuer, gros lard. Se servant de la cheville de Ben comme appui, Bowers voulut se lever, mais Ben se démena frénétiquement. La main glissa, puis lâcha prise. Ben partit en arrière, moulinant des bras, et tomba sur le cul pour la troisième fois, un record en moins de 4 minutes. Il se mordit aussi une deuxième fois la langue. La gerbe d'eau qu'il provoqua créa un bref arc-en-ciel. Mais Ben n'en avait rien à foutre. Il n'aurait rien eu à foutre non plus de trouver une casquette pleine de pièces d'or. Il ne demandait qu'à retrouver sa vie médiocre de gros. Henri roula sur lui, essaya de se relever, retomba, puis réussit à se hisser sur les mains et les genoux, enfin sur les pieds. Il ne quittait pas Ben des yeux, de ces yeux noirs qu'il avait. Ses mèches courtes pointaient dans tous les sens, comme des panouilles de maïs après un coup de vent. Ben fut saisi d'une colère soudaine. Non, c'était davantage que de la colère. Il était fou furieux. Il marchait tranquillement, les livres de la bibliothèque sous le bras, plongé dans une innocente rêverie dans laquelle il s'imaginait embrassant Beverly, n'embêtant personne. Et regardez-moi ça, mais regardez, les pantalons déchirés, la cheville gauche peut-être fracturée, en tout cas sérieusement foulée, des écorchures partout, la langue coupée, et le monogramme de ce salopard entaillé sur l'estomac. Que pensez-vous de ce joyeux merdier, les copains? Mais ce fut probablement l'idée des livres dont il était responsable qui le poussa à charger Henri. Ces livres perdus et l'image du regard de reproche de mademoiselle Starrett quand il le lui dirait. Mais quelle que fût la raison, il fonça lourdement. Ses tennis étaient trempés, faisant gicler l'eau dans tous les sens, et frappa sèchement Bowers aux couilles. Henri lâcha un épouvantable cri râpeux qui sema la panique parmi les oiseaux dans les arbres. Il resta quelques instants, jambes écartées, les mains étreignant son entrejambe, les yeux criqués d'incrédulité. Dit-il d'une petite voix. Exact, fit Ben. Répéta Henri encore plus faiblement. Exact, répondit Ben. Bowers tomba alors lentement à genoux, ou plutôt se replia sur lui-même. Il regardait toujours Ben de ses yeux noirs et incrédules. Et comment? Henri roula de côté sans lâcher ses testicules et commença aussi sur lui-même. Gémit-il. Mes couilles. Tu m'as sacré les couilles. Il commença à reprendre des forces, et Ben se mit à reculer pas à pas. Ce qu'il venait de faire le rendait malade, mais il était également plein d'une fascination indignée qui le paralysait. Mes couilles, bordel. Mais nom de Dieu de couilles. Ben aurait pu rester indéfiniment sur place, peut-être jusqu'à ce que Bowers eût repris assez de force pour se lancer à ses trousses, mais à cet instant, un caillou vint le frapper
le toucha à la fesse, tandis qu'il s'y hissait, et jeta un bref coup d'œil en arrière. Huggins s'agenouillait à côté de Bowers, tandis qu'à quelques pas de lui, Victor lançait des cailloux. L'un d'eux, de la taille d'une balle de tennis, fracassa le feuillage à côté de lui. Il en avait assez vu, en fait. Il en avait même trop vu. Pis que tout, Bowers commençait à se relever. Une vraie Timex. Ce Bowers, il résistait à tout. Sans plus attendre, Ben fonça à grand fracas dans les buissons, clopinant dans une direction qu'il espérait être celle de l'ouest. S'il arrivait à rejoindre le lotissement de l'autre côté, il pourrait mendier une pièce de 5 cents à quelqu'un et prendre le bus pour la maison. Une fois rentré, il verrouillerait la porte derrière lui et enfouirait ses vêtements déchirés et pleins de sang au fond de la poubelle. Alors ce rêve délirant prendrait fin. Ben s'imagina assis dans un fauteuil de la salle de séjour, après avoir pris un bain dans son peignoir en tissu éponge, en train de regarder des dessins animés à la télé tout en buvant son lait à la fraise. Accroche-toi à cette idée, s'intima-t-il farouchement, poursuivant sa progression opiniâtre. Les buissons le fouettaient au visage. Il le repoussait. Les ronces s'accrochaient à lui et le griffaient. Il s'efforçait de les ignorer. Il arriva sur une portion de sol plate, noire et boueuse. De l'autre côté poussaient, en rang serré, des sortes de bambous. Une odeur fétide montait du sol. Une pensée qui ne présageait rien de bon, sable mouvant, lui traversa l'esprit comme un ombre, tandis qu'il fouillait du regard le scintillement des eaux dormantes entre les tiges des pseudo-bambous. S'y réfugier lui répugnait, même sans sable mouvant. La boue lui aspirerait ses tennis. Il tourna donc à droite et, courant en lisière du bosquet de bambous, il arriva finalement dans une zone vraiment boisée. Les arbres des sapins, pour la plupart, le tronc épais, avaient poussé partout et se disputaient l'espace et la lumière, mais le sous-bois était moins dense et lui permettait de se déplacer plus rapidement. Il ne savait plus très bien dans quelle direction il allait, mais pensait disposer au moins d'une petite avance. Des riz fermaient les friches mortes sur 3 côtés, tandis que le prolongement inachevé de l'autoroute les limitait sur le quartier, le quatrième. Tôt ou tard, il déboucherait bien quelque part. Il sentait de, de douloureux élancements à la hauteur de l'estomac, et il souleva ce qui restait de son survêt pour l'examiner. Il grimaça et émit un sifflement entre ses dents. Son ventre était comme une caricature géante de boule de Noël, taché de rouge par le sang et de vert par sa glissade le long de la pente. Il rabattit le survêt sur le point de décobiller. Il entendit alors un bourdonnement bas et régulier qui venait de devant. Une note ténue, à peine audible. Un adulte n'aurait eu qu'une idée, sortir à tout prix de là, d'autant plus que les moustiques avaient repéré Ben, et s'il n'était pas aussi gros que des moineaux, il se défendait pas mal, et ignorait le bruit, ou ne l'aurait même pas entendu. Mais Ben était encore un enfant, et commençait à surmonter sa peur. Il obligua sur la gauche, et s'ouvrit un chemin entre des lauriers bas. Au-delà, dépassant du sol d'à peu près 1 mètre, se dressait un cylindre de béton d'un diamètre d'1,20 m environ. Il était fermé d'un couvercle à vent en fer, sur lequel apparaissaient en relief les mots Terry, service des égouts. Ce bruit qui, d'où il était, se trouvait amplifié, venait de là-dedans. Ben jeta un coup d'œil par l'un des évents, mais ne put rien voir. Il entendait le grondement, ainsi qu'un bruit d'écoulement d'eau, mais c'était tout. Il respira profondément, et une bouffée âcre, mélange d'odeur d'humidité et de merde, monta dans ses narines. Elle grimaça. Un égout, un point c'est tout. Ou à la rigueur, un égout qui se combinait avec un tunnel de drainage. Il n'en manquait pas dans cette ville qui craignait les inondations. Rien d'extraordinaire. Mais il avait ressenti un frisson un peu particulier. On voyait bien la trace du travail des hommes dans le
cette jungle, mais on devinait aussi la trace de la chose elle-même, ce tuyau de ciment qui surgissait du sol. Ben avait lu la machine à explorer le temps de Wells l'année précédente, et ce cylindre avec son couvercle de fer percé des vents lui rappelait les puits qui conduisaient dans l'horrible pays souterrain des Morlocks. Il s'éloigna rapidement, tâchant de nouveau de trouver l'ouest. Il déboucha sur une petite clairière et tourna de façon à ce que son ombre soit clairement derrière lui, soit exactement derrière lui. Puis il reprit son chemin en ligne droite. 5 minutes plus tard, il entendit de nouveau le bruit de l'eau courante, ainsi que des voix de gosses. Il s'arrêta pour écouter, et c'est à cet instant qu'il entendit des craquements de branches et d'autres voix derrière lui. Elles étaient parfaitement reconnaissables et appartenaient à Victor Chris, à Huggins et à l'inimitable Henry Bowers. Le cauchemar, aurait-on dit, n'était pas encore terminé. Ben chercha désespérément autour de lui un coin où se terrer. 10. Il en sortit environ 2 heures plus tard, plus crasseux que jamais, mais ayant un peu récupéré. Lui-même avait peine à le croire. Il avait somnolé. En les entendant une fois de plus derrière lui, Ben avait été sur le point de rester complètement paralysé comme un animal pris dans les phares d'un camion. Une dangereuse torpeur s'était mise à l'envahir. L'idée de se rouler en boule sur le sol comme un hérisson et de les laisser faire tout ce qu'il voulait lui effleura même l'esprit. C'était une idée insensée, mais étrangement séduisante. Au lieu de cela, Ben partit en direction des voix des autres enfants et essaya de démêler ce qu'ils disaient. N'importe quoi, pourvu qu'il arrivât à se débarrasser de cette effrayante paralysie de l'esprit. Un projet. Il parlait d'un projet. Il crut avoir déjà entendu une ou deux de ces voix. Il y eut un bruit d'éclaboussement suivi d'éclats de rire, joyeux et bon enfant. Ben se sentit empli d'une nostalgie stupide et prit encore plus vivement conscience de la situation dangereuse dans laquelle il se trouvait. S'il devait être pris, inutile que ses gosses eussent à subir le même traitement que lui. Ben tourna de nouveau à droite. Comme beaucoup de gros, il avait le pied remarquablement léger. Il passa assez près des garçons pour apercevoir leur silhouette qui allait et venait entre lui et le scintillement de l'eau, mais aucun ne le vit ou ne l'entendit. Peu à peu, les bruits de voix s'estompèrent. Il tomba sur un sentier étroit de terre battue. Il l'étudia un instant et secoua la tête avant de plonger de nouveau dans le sous-bois. Il se déplaçait plus lentement maintenant, écartant les buissons au lieu de foncer dedans. Il suivait toujours plus ou moins le cours d'eau au bord duquel jouaient les autres enfants. En dépit des arbres et des buissons qui limitaient son champ de vision, il se rendit compte qu'il était beaucoup plus large que celui dans lequel Henry et lui étaient tombés. Encore un cylindre de béton, à peine visible au milieu d'un fouillis de ronces couvertes de murs, bourdonnant paisiblement d'insectes. Au-delà, un talus donnait sur la rivière, et un vieil orme tordu tendait ses branches au-dessus de l'eau. À demi dénudé par l'érosion de la rive, ses racines ressemblaient à une masse de cheveux sales et en désordre. Espérant qu'il ne s'y trouverait ni bestiole ni serpent, mais trop fatigué et sa peur trop engourdie pour vraiment s'inquiéter, Ben s'était glissé entre les racines, derrière lesquelles se trouvait une grotte miniature. Il s'y adossa, mais une racine enfonça un doigt rageur dans ses fesses. Se déplaçant légèrement, il put s'asseoir dessus dans un relatif confort. Les 3 voyous arrivèrent. Il avait cru, espéré, qu'ils suivraient peut-être le chemin, mais la chance n'était pas avec lui. Ils s'arrêtèrent tout près pendant quelques instants, au point que Ben aurait pu toucher l'un d'eux en tendant le bras. Je te parie que ces petits morveux l'ont vu, là-bas, dit le rôdeur. Eh bien, on va s'en occuper, répondit Henry. Le trio repartit dans la direction d'où ils étaient arrivés. Quelques instants plus tard, Ben entendit Bowers qui rugissait. « Qu'est-ce que vous branlez ici, bande de morpions ?» Et il eut une réponse que Ben ne put distinguer.
Lisons-le, proposa le auteur. Il eut des cris de protestation, bientôt suivis d'un hurlement de douleur. Quelqu'un se mit à pleurer. Oui, Ben pouvait se mettre à leur place. Ces trois salauds n'avaient pas réussi à l'attraper, mais ils pouvaient passer leur mauvaise humeur sur ces malheureux gosses. Ouais, on le démolit, dit Henri. Éclaboussement, cris, grands éclats de rire crétins de Victor et du auteur, un hurlement de fureur angoissé de l'un des gamins. Ne viens pas me casser les couilles, espèce de petit merde bafouilleur, vociféra Bowers. Y a plus personne qui va me les casser aujourd'hui. Il y eut un bruit de craquement. Le ruissellement de l'eau devint soudain plus fort, gronda quelques instants, puis revint à son babil placide. Tout d'un coup, Ben comprit. Barrage de bébés. C'était bien ce qu'avait dit Victor. Les mômes, pas plus de 2 ou 3 lui avaient-ils semblé, quand il était passé à côté, étaient en train de construire un barrage. Henri et ses acolytes venaient de le démolir. Ben se douta même de l'identité des enfants. Le seul petit maire de bafouilleur qu'il connaissait à l'école de Derry était Bill Denbrough, de l'autre classe de 7e. Tu n'avais pas besoin de faire ça, s'exclama une petite voix terrorisée que Ben reconnut également, sans toutefois pouvoir mettre tout de suite un visage dessus. Pourquoi l'avoir démoli? Parce que j'en avais envie, pauvre con, boucla Henri. Il y eut un bruit mat, suivi d'un cri de douleur puis de sanglots. La ferme, intervint à son tour Victor. La ferme, le môme, où je te tire les oreilles et te les attache sous le menton. Les sanglots se transformèrent en une série de reniflements étouffés. On se barre, lança Henri. Mais avant, je voudrais savoir quelque chose. Vous n'auriez pas vu un gros lard de môme il y a 5 ou 10 minutes? Un gros lard tout coupé et plein de sang. Une courte réponse que Ben ne distingua pas. Tu es sûr, reprend Henri. T'as intérêt, la bafouille. Je, je suis sûr. Barrons-nous. Il a probablement dû traverser un peu plus bas, conclut Henri. Salut les mômes, fit Victor à la cantonade. Un vrai barrage de bébés, croyez-moi. Vous êtes bien mieux sang qu'avec. Bruit d'eau. La voiture hauteur. Et venant de plus loin, des mots impossibles à distinguer. En fait, il préférait ne pas les distinguer. Le garçon qui avait pleuré sanglotait de nouveau. L'autre lui parlait de façon réconfortante. Ben avait conclu qu'il n'était que deux, Bill le bec et le pleurnichard. Mi-assis, mi-allongé, il tendait l'oreille vers les deux garçons et les bruits que faisaient Bowers et ses deux dinosaures d'acolytes en s'enfonçant dans les friches. Des rayons de soleil parvenaient jusqu'à lui et dessinaient de petites taches de lumière dans le fouillis de racines, au-dessus et autour de lui. C'était plein de boue dans cette cachette, mais ce n'était pas si inconfortable. Et il y était en sécurité. Le murmure de l'eau était apaisant, même si les pleurs du gosse étaient apaisants. Même les pleurs du gosse étaient apaisants, à leur manière. Ces douleurs se confondaient en un élancement diffus, et le tapage des dinosaures avait complètement cessé. Il fallait attendre un moment, juste le temps de s'assurer qu'il ne revenait pas. Après quoi, il se retrouverait un chemin. La pulsation du système de drainage provenait par le sol jusqu'à Ben. Il arrivait même à la sentir, une vibration faible et régulière qui se transmettait à la racine sur laquelle il était assis, puis à son dos. Il pensa de nouveau aux Morlocks, à leur chair nue. Il s'imagina qu'ils devaient dégager la même odeur d'humidité et de merde que celle qui montait par ces vents des couvercles de fer. Il se représenta alors puis s'enfonçant profondément dans la terre et les échelles rouillées qui permettaient d'y accéder. Il se laissa gagner par la somnolence et à un moment donné, sa rêverie devint rêve. 11. Ce ne fut pas des Morlocks qu'il rêva, mais de ce qui lui était arrivé en janvier, de la chose qu'il n'avait pas été capable d'avouer à sa mère. C'était le premier jour d'école après les longues vacances de la Noël. Mademoiselle Douglas avait demandé un volontaire pour rester après la classe afin de l'aider à compter les livres qui avaient été remis juste avant les vacances. Ben avait
la chaleur jusqu'aux oreilles, jusqu'aux orteils. Lèche-cul, avait soufflé Bowers. C'était l'une de ces journées du Maine, comme il y en a de temps en temps, à la fois superbe et terrible, sans un nuage, avec une lumière qui brûlait les yeux, mais froide à faire peur. Un vent glacial et violent rendait encore plus pénibles les moins 12 degrés qu'affichait le thermomètre. Ben comptait les livres et donnait les numéros à haute voix. Mademoiselle Douglas les notait, sans même se soucier de vérifier son travail, ne serait-ce qu'une fois de temps en temps. Puis ils portèrent tous les deux les volumes dans la salle où on les rangeait, empruntant des couloirs dans lesquels les radiateurs émettaient des claquements rêveurs. L'école avait tout d'abord été bruyante. Fracas métallique des portes de casier, cliquetis de la machine à écrire de Mademoiselle Thomas. Dans le bureau, sonorité légèrement détonnante de la chorale qui répétait. À l'étage, jointement des chaussures de sport et martèlement du ballon dans le gymnase où l'on jouait au basketball, allant en s'accélérant au fur et à mesure qu'une équipe progressait vers le panier de l'autre. Ces bruits cessèrent peu à peu jusqu'à ce que, une fois en place, la dernière rangée de livres, il en manquait un. On n'entendit plus que le claquement des radiateurs et le son léger du balai de Monsieur Fazio, qui répandait de l'essure de bois et le hurlement du vent à l'extérieur. Ben jeta un coup d'œil par l'unique et étroite fenêtre de la salle des livres et vit que la lumière déclinait rapidement dans le ciel. Il était 4 heures, et le crépuscule n'allait pas tarder. Des pans de neige sèche enrobaient les balançoires et le toboggan des petits, et tout était pétrifié par le gel. Il faudrait attendre le dégel d'avril pour que se desserrent ces étaux de glace. Il ne vit personne sur Jackson Street. Il attendit un peu, dans l'espoir de voir au moins une voiture franchir l'intersection Jackson-Witcham. Mais en vain. Mis à part Mademoiselle Douglas et lui-même, tout le monde à Derry aurait pu être mort ou avoir disparu, du moins d'après ce qu'il voyait d'ici. Il jeta un coup d'œil à l'institutrice et se rendit compte, non sans un frisson de terreur, qu'elle ressentait la même chose que lui. Il le devinait à son regard. Il avait quelque chose de profond, pensif et lointain, qui n'était pas d'une femme de 40 ans. C'était un regard d'enfant. Elle avait les mains croisées juste en dessous de la poitrine, comme si elle priait. J'ai la frousse, pensa Ben, et elle aussi. Mais de quoi avons-nous peur? Il l'ignorait. Puis elle le regarda, eut un rire bref, presque gêné, et dit « Je t'ai gardé pour trop longtemps, Ben, je suis désolé. » « Ça va très bien, Mademoiselle Douglas. » Il regardait ses pieds. Il l'aimait bien. Pas de ce même amour sans borne qu'il avait voué à Miss Thibaudot, sa première maîtresse d'école, mais il avait beaucoup d'affection pour elle. « Je t'aurais bien ramené si j'avais su conduire, » reprit-elle. « À moins que tu n'attendes un petit quart d'heure. Mon mari doit passer me prendre et... » « Non merci, madame. Je devais être à la maison avant. » Ce n'était pas vrai, mais il éprouvait une curieuse aversion à l'idée de rencontrer Monsieur Douglas. « Ta mère pourrait peut-être... Elle ne conduit pas non plus. Ça ira très bien. Il n'y a qu'1,5 kilomètre de marche. Par beau temps, ce n'est rien, mais aujourd'hui... Promets-moi d'aller chez quelqu'un si tu as trop froid, Ben. »« Oh, bien sûr. Je rentrerai chez Bissy de Costello Avenue et j'irai me chauffer auprès du poêle. Monsieur Gédreau ne dira rien. Et puis, j'ai mon pantalon matelassé et mon nouveau foulard de Noël. » Mademoiselle Douglas eut l'air un peu rassurée. Puis elle regarda de nouveau par la fenêtre. On dirait qu'il fait terriblement froid. Ça semble si hostile. Il ne comprit pas le mot, mais saisit très bien son sens. Quelque chose vient de se passer. Mais quoi? Il venait de la voir, se rendit-il soudain compte, non pas comme une institutrice, mais comme une personne. Voilà ce qui s'était passé. Il avait vu son visage, brusquement, d'une manière entièrement nouvelle. C'était devenu un autre visage, un visage de poète fatigué. Il l'imagina rentrant chez elle avec son mari, assise à côté de lui dans l'auto, les mains croisées,
tandis qu'il lui parlait de sa journée dans le bruit du système de chauffage. Il l'imagina préparant le repas. Une pensée étrange lui traversa l'esprit et une question conventionnelle lui vint aux lèvres. « Avez-vous des enfants, mademoiselle Douglas ?» Je me dis souvent, à cette époque de l'année, que l'humanité n'est pas faite pour vivre si loin au nord de l'équateur, dit-elle. Pas ici, en tout cas. Elle sourit et quelque chose de son étrangeté disparut de son visage ou de ses yeux. Il fut capable de la voir, du moins en partie, comme il l'avait toujours vue. Je ne la verrai jamais plus exactement comme avant, songea-t-il attristé. Je vais me sentir vieille jusqu'au printemps, où je me sentirai de nouveau jeune. C'est tous les ans comme ça. Es-tu sûr que ça va aller, Ben? Ça ira très bien. Oui, je te fais confiance. Tu es un gentil garçon, Ben. Il regarda de nouveau ses pieds, les joues en feu. Il l'aimait plus que jamais. Dans le couloir, M. Fazio lui dit, sans lever les yeux de mesure que poussait son balai. Fais attention aux doigts gelés, petit. Oui, monsieur. Il prit le pantalon matelassé dans son casier et l'enfila. Il s'était senti extrêmement malheureux lorsque sa mère avait exigé qu'il le porte encore cet hiver, en particulier par temps très froid, car pour lui c'était un vêtement de bébé. Mais aujourd'hui, il était content de l'avoir. Il prit lentement la direction de la sortie, remontant la fermeture de sa veste, serrant les cordons de son capuchon, enfilant ses moufles. À l'extérieur, il resta un instant en haut des marches enneigées, écoutant la porte se refermer et se verrouiller derrière lui. Un ciel d'un bleu d'hématome planait au-dessus de l'école de Derry. Le vent soufflait régulièrement. Les cordes du drapeau tintaient contre le mât d'acier. Ce vent coupant mordit instantanément Ben au visage, engourdissant ses joues. Attention aux doigts gelés, petit. Et au nez. Il remonta vivement son écharpe. Sa silhouette épaisse lui donnait l'air d'un gnome. En s'assombrissant, le ciel acquérait une sorte de beauté fantastique, mais Ben ne s'arrêta pas pour l'admirer. Il faisait trop froid. Il partit. Au début, il avait le vent dans le dos, et ça n'allait pas trop mal. Il semblait même lui donner un coup de main. Mais à Canal Street, il devait tourner à droite. Et il se retrouva avec le vent presque de face. Cette fois-ci, il paraissait au contraire l'empêcher d'avancer, comme s'il avait des comptes à régler avec lui. L'écharpe était utile, mais ne suffisait pas. Il avait les yeux douloureux et l'humidité qui perlait dans son nez gela. Il sentait ses jambes s'engourdir. À plusieurs reprises, il mit ses mains gantées sous ses aisselles pour les réchauffer. Le vent gémissait d'une voix plaintive, par moments presque humaine. Ben était à la fois effrayé et excité. Effrayé car du coup, il comprenait certaines histoires qu'il avait lues comme les récits de Jack London sur le Grand Nord, dans lesquels des gens mouraient de froid. Or, il était tout à fait possible de mourir de froid par une telle nuit où le thermomètre allait tomber à -25. Son excitation était plus difficile à expliquer. Elle se fondait sur un sentiment de solitude. Il y avait comme un parfum de mélancolie. Il était dehors, il passait sur les ailes du vent et personne, derrière le rectangle brillamment illuminé par des fenêtres, ne l'apercevait. Tous à l'intérieur, là où on trouvait lumière et chaleur, ignoraient qu'il passait. Lui seul le savait. C'était comme un secret. L'air en mouvement le brûlait de mille piqûres, mais il était propre et sain. Une fumée blanche sortait de son nez enfilé bien net. Et lorsque le soleil se coucha, ne laissant que les jaune-orange sur l'horizon occidental, et que scintilla l'éclat cruel de diamant des premières étoiles au-dessus de sa tête, il arriva à la hauteur du canal. Il n'était plus qu'à 3 coins de rue de chez lui, maintenant, et il lui tardait de sentir de nouveau les picotements du retour de la chaleur sur son visage et dans ses jambes. Cependant, il s'arrêta. Le canal était gelé entre ses rives de béton, comme un lait de rose pétrifié, la surface craquelée, bosselée, opalescente, parfaitement immobile.
et se voyant tout à fait vivant dans la rue pureté de ce faux jour d'hiver, avec sa propre et laborieuse beauté. Ben se tourna dans l'autre direction, vers le sud-ouest, vers les friches mortes. Il avait de nouveau le vent dans le dos, et son pantalon ondulé et claqué. Le canal courait tout droit entre les parois de béton sur environ 800 mètres. Puis le béton s'interrompait et la rivière se déversait dans les friches. Réduite à cette époque de l'année, un monstre collectif de ronces givrées, de branches dénudées et raides. Une silhouette se tenait sur la glace en contrebas. Ben l'observa et pensa: ce doit être un homme que je vois là en bas. Mais est-ce possible qu'il soit habillé de cette manière? Non, ce n'est pas possible. Le personnage était vêtu de ce qui semblait être un habit argenté de clown blanc qui ondulait autour de lui dans le vent polaire et portait des chaussures oranges démesurées, assorties au bouton en forme de pompon de son costume. Il tenait d'une main une poignée de fil retenant tout un lot de ballons colorés. Et lorsque Ben se rendit compte que les ballons flottaient dans sa direction, le sentiment d'irréalité qu'il avait dès l'abord frappé ne fit que s'amplifier. Il ferma les yeux, se les frotta et les réouvrit. Les ballons paraissaient toujours flotter vers lui. Il crut entendre encore une fois la voix de M. Fazio dans sa tête. Attention au gel. Ce devait être un mirage ou une hallucination due à quelque mauvais tour que lui jouait le temps. Qu'un homme se tienne assis sur la glace était possible, de même qu'il était matériellement possible qu'il soit en tenue de clown. Mais les ballons ne pouvaient pas flotter vers lui, contre le vent. Et c'était pourtant ce qu'il semblait faire. Ben, l'appela le clown sur la glace. Ben crut que la voix n'était que dans son esprit, même si ses oreilles l'avaient entendu. Veux-tu un ballon, Ben? Il y avait quelque chose de si diabolique dans cette voix, de si horrible, qu'il eut envie de partir en courant aussi vite que possible. Mais on aurait dit qu'il avait les pieds soudés au sol, comme les installations du terrain de jeu des petits. Il flotte, Ben, il flotte douce. Essaye-en un, tu verras. Puis le clown se mit à marcher sur la glace, se dirigeant vers le pont du canal, sur lequel Ben se tenait. Ben le regardait approcher sans bouger, comme un oiseau regarde approcher un serpent. Les ballons auraient dû exploser. Par ce froid intense, il flottait en arrière du clown, en direction des friches. Tout disait quelque chose. Au fond de lui-même, cette créature devait provenir. Puis Ben remarqua autre chose. Alors que les dernières lueurs du jour teintaient le canal en rose, le clown ne projetait aucune ombre, absolument aucune. Ça te plairait par ici, Ben, dit le clown. Était maintenant suffisamment près pour qu'on puisse entendre les clut-clut que faisaient ses chaussures marrantes comme il avançait sur la glace inégale. Ça te plaira, je te le promets, tous les garçons et les filles que je rencontre s'y plaisent. Parce que c'est comme l'île des plaisirs dans Pinocchio ou Neverland dans Peter Pan. Ils n'ont pas besoin de grandir ici, et c'est ce que veulent tous les enfants. Alors viens voir les paysages, prends un ballon, viens nourrir les éléphants et descendre le toboggan. Oh, tu aimeras ça, Ben. Oh, Ben, comme tu vas flotter. Et en dépit de sa peur, Ben se rendit compte qu'il y avait quelque chose en lui qui désirait le ballon. Il y avait une personne au monde qui possédait un ballon contre le vent. Y avait-il une personne au monde qui possédait un ballon flottant contre le vent? Avait-on jamais entendu parler d'une chose pareille? Oui, il désirait un ballon, et il désirait voir le visage que le clown tenait incliné vers la glace comme pour se protéger du froid mortel. Ce qui se serait passé si la sirène de 5 heures au sommet de l'hôtel de ville de Derry n'avait pas mugi. Ben l'ignorait et ne voulait pas le savoir. L'important était qu'il eût mugi, un son comme un pic à glace s'enfonçant dans le froid insoutenable de l'hiver. Le clown releva la tête comme saisi et Ben vit son visage. La momie, oh mon Dieu, c'est la momie, fut sa première pensée, accompagnée d'un tel sentiment d'horreur qu'il dut étreindre le parapet du pont pour ne pas s'évanouir. Bien sûr, ce n'était pas la momie. Ce ne pouvait pas être la momie. Des momies égyptiennes, il y en avait tant qu'on voulait qu'il le savait. Mais sa première pensée avait été qu'il s'agissait de la momie. Le
monstre poussiéreux joué par Boris Karloff dans ce vieux film qu'il avait vu le mois dernier à la télé. Et il s'était même couché très tard pour ça. Non, ça ne pouvait être cette momie-là. Les monstres de cinéma n'existent pas. Tout le monde sait cela, même les petits-enfants. Mais ce n'était pas simplement du maquillage. Les clowns n'étaient pas entortillés dans des bandelettes. Ils portaient bien des bandelettes, surtout autour du cou et des poignets, agités par le vent. Mais Ben avait une vue très nette de son visage. Il était profondément creusé de rides, la peau comme un vrai parchemin tout fripé, les joues en loques, les chairs desséchées. Sur le fond, la peau était entaillée, mais il n'en coulait pas de sang. Ses lèvres exsangues s'ouvraient, souriantes sur une gueule corne et quelques dents de guingois, comme des pierres tombales. Il avait les gencives grêlées et noires. Impossible de voir ses yeux, mais quelque chose luisait tout au fond des trous charbonneux qu'étaient ses orbites plissées. Quelque chose comme les joyaux glacés que l'on devine aux yeux des scarabées égyptiens. Et en dépit du vent contraire, il lui sembla que lui parvenaient des effluves de cannelle et d'épices, de suaire pourrissant imprégné de drogues étranges, de sable d'encens si vieux qu'il s'était desséché en granules de rouille. Nous flottons tous en bas. Quoi, ça, le clown momie? Ben se rendit soudain compte avec horreur que le clown avait atteint. Il ne savait trop comment le pont et qu'il se tenait maintenant en dessous de lui, tendant une main sèche, déformée, d'où pendaient des lambeaux de boue froufroutant comme des oriflammes. Une main qui laissait voir ses os d'ivoire jauni. Un doigt presque entièrement décharné vint effleurer la pointe de sa botte. Sa paralysie prit brusquement fin. Il finit de traverser le pont à toutes jambes, alors que la sirène de 5 heures gémissait encore à ses oreilles. Il était déjà de l'autre côté quand elle s'arrêta. Ce ne pouvait être qu'un mirage. Il fallait que ce fût un mirage. Il était impossible au clown de s'être approché autant pendant les 10 ou 15 secondes où on lui retentit la sirène. Mais sa peur n'avait rien d'un mirage, non plus que les larmes brûlantes qui roulaient de ses yeux et gelaient aussitôt sur ses joues. Il courut, ses bottes martelant le trottoir, entendant derrière lui la momie habillée en clown qui se hissait sur le pont, ses ongles grinçant contre le fer, ses antiques tendons grisants comme des grenouilles. Il entendait aussi les sifflements arides de sa respiration, son nez chassant un air aussi dépourvu d'humidité que les tunnels enfouis sous la grande pyramide. Il sentait les effluves d'épices sableux et il savait que d'un moment à l'autre, ses mains, aussi dépourvues de chair que les constructions géométriques qu'il édifiait avec son érecteur 7, allaient descendre sur ses épaules. Elle l'obligerait à se tourner et il se retrouverait face à face avec ce visage ridé et ricanant. La rivière délétère de son souffle allait l'inonder. Les orbites noires aux profondeurs habitées de vagues lueurs s'inclineraient sur lui. La bouche à demi édentée s'ouvrirait et il aurait ses ballons. Oh oui, tous les ballons qu'il voudrait. Mais quand il atteignit le coin de sa propre rue, en sanglots, le souffle court, le cœur battant, la chamade à grands coups dans ses oreilles, quand il osa enfin regarder par-dessus son épaule, il ne vit qu'une rue déserte. Le pont de Dan, avec ses bas-côtés de béton et ses pavés de galets à l'ancienne, était également désert. Il ne pouvait voir le canal lui-même, mais quelque chose lui dit qu'il devait être aussi désert. Non, si la momie n'avait pas été une hallucination ou un mirage, sans doute l'attendait-elle sous le pont, comme une louquette le petit chaperon rouge. Ben se dépêcha de regagner la maison, regardant derrière lui tous les 3 ou 4 pas, jusqu'au moment où il referma et verrouilla la porte. Il expliqua à sa mère, qui était si fatiguée d'une journée particulièrement pénible à la filature qu'à la vérité, il ne lui avait guère manqué, qu'il avait aidé Mademoiselle Douglas à compter les livres, puis se remit à table, où attendait un repas de nouilles agrémenté des restes de dinde du dimanche précédent. Il en dévora 3 assiettes. À chacune, la momie paraissait s'éloigner et se brouiller davantage. Elle n'était pas réelle, ces choses-là ne sont jamais réelles. Elle n'accède à l'existence qu'entre les pubs des programmes de nuit de la télé ou le samedi en matinée au cinéma. Là, avec un peu de chance,
et avec un quart d'heure de plus à tout le popcorn qu'on était capable d'avaler. Non, il n'avait aucune réalité. Les monstres de la télé, du cinéma et des BD n'étaient pas réels. Du moins, jusqu'au moment où on allait au lit sans pouvoir dormir, jusqu'au moment où étaient sucés jusqu'au dernier les 4 bonbons que l'on avait placés sous son oreiller contre les sortilèges de la nuit, jusqu'au moment où le lit lui-même se transformait en un lac de rêves méphitique, tandis qu'au dehors hurlait le vent et que l'on redoutait de regarder vers la fenêtre de peur d'y voir un visage, un ancien visage, ricanant qui n'aurait pas pourri, mais se serait desséché comme une feuille, les yeux réduits à 2 diamants, enfoncés au plus creux d'orbites ténébreuses, jusqu'au moment où l'on voyait une main noueuse, comme une patte de rapace tenant un lot de ballons. Viens voir les paysages, prends un ballon, viens nourrir les éléphants et descendre le toboggan. Ben, oh Ben, comme tu vas flotter. 12. Ben s'éveilla en sursaut, haletant, encore plein du rêve de la momie, pris de panique dans l'obscurité qui vibrait toute proche autour de lui. Du coup, la racine ne le soutint plus, et il lui rentra une fois de plus dans le dos, comme si elle l'était exaspérée. Il aperçut sa lumière et se précipita vers elle. Il surgit en rampant dans le soleil de l'après-midi, retrouva le babil de la rivière, et tout se remit en place. C'était l'été et non pas l'hiver. La momie ne l'avait pas entraîné au fond de sa crypte solitaire. Ben s'était simplement mis à l'abri des voyous dans un trou sablonneux, sous un arbre à demi déraciné. Il se trouvait dans les friches. Henri et ses acolytes, incapables de flanquer à peine la raclée spectaculaire promise, s'étaient vengés de façon minable sur 2 gosses qui jouaient au bord de la rivière. Salut les mômes, un vrai barrage de bébés, croyez-moi. Vous êtes mieux sans qu'avec. Ben jeta un regard désolé sur ses vêtements fichus. Il allait avoir droit aux 36 parfums différents du Saint-Enfer de la part de sa mère. Le sommeil lui avait raidi les membres. Il se laissa glisser jusqu'à la berge et commença à remonter la rivière, grimaçant à chaque pas. Il n'était qu'une pelote de douleur et d'élancement. On aurait dit qu'à chaque mouvement, tous ses muscles pilaient du fer cassé. La moindre parcelle de peau exposée était recouverte de sang séché ou en train de sécher. Il se consolait à l'idée que les constructeurs du barrage auraient sans doute disparu. Il ignorait combien de temps il avait dormi, mais la rencontre avec Henri et ses amis avait certainement convaincu Denbrough et son copain que n'importe quel autre endroit, Tombouctou par exemple, valait mieux pour leur santé. Ben continua à se traîner, broyant du noir, non sans se dire que si les voyous réapparaissaient maintenant, il n'aurait aucune chance de les distancer. À peine s'en souciait-il. Il déboucha d'un coude que faisait la rivière et s'immobilisa aux aguets. Les constructeurs du barrage, en fait, étaient toujours là. L'un des deux était bien Bill Denbrough. Il se trouvait agenouillé à côté de l'autre garçon, adossé à la rive, en position assise. Ce dernier avait la tête tellement rejetée en arrière que sa pomme d'Adam ressortait comme une bosse triangulaire. Il avait du sang séché sous le nez, sur le menton et jusqu'au dans le cou. Il tenait un objet mollement dans une main. Bill le Bec se redressa vivement et aperçut Ben qui se rendit aussitôt compte que quelque chose n'allait pas du tout chez le garçon adossé à la berge. Manifestement, Denbrough était mort de frousse. Est-ce que ça va jamais finir? Se dit-il pitoyablement. Je me demandais si tu pourrais m'aider, fit Bill Denbrough. Son inhalateur est vide. Il est peut-être... Son visage se raidit, devint tout rouge. Il se battait avec le mot, bafouillant comme une mitrailleuse. De la salive jaillit de ses lèvres, et il lui fallut au moins 30 secondes avant que Ben prit conscience qu'il voulait dire que l'autre garçon était mourant.